Solo Sikoa qui fait son retour et qui s'en prend directement à Cody Rhodes, je pense que Triple H a complètement perdu la tête. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 7 février 2025. Et comme d'habitude, vous le savez, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de mettre un maximum de pouces vers le haut, de s'abonner, de commenter la vidéo. Et pour ceux qui peuvent, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee qui est en lien dans la description. Le show bleu va commencer avec le gagnant du Royal Rumble masculin, Jey Uso, qui va demander assez rapidement à Cody Rhodes, le champion de la WWE, de le rejoindre sur le ring. Cody Rhodes dit qu'après son match face à Kevin Owens, il est un peu blessé, mais il rappelle à Jey Uso à quel point il l'apprécie en se remémorant quelques moments qu'ils ont passés ensemble, mais ajoute que s'il le choisit, ils devront s'amuser ce soir parce que ce sera la dernière fois qu'ils s'amuseront ensemble. Les deux catcheurs vont se serrer la main, puis Jacob Fatu et Tama Tonga vont les interrompre. Fatu dit à Rhodes que c'est lui qui a pris le titre à sa famille l'an dernier. Il dit aussi que ce n'est pas Jey qui le ramènera dans sa famille. Jey Uso n'a pas trop envie de discuter et va porter un super kick à Tama Tonga. Fatu va répliquer en s'en prenant à Cody Rhodes, mais Jey Uso et Cody Rhodes vont écarter Tama Tonga et Fatu du ring. Plus tard dans la soirée, on aura Cody Rhodes et Jey Uso face à Jacob Fatu et Tama Tonga. Alors c'est compliqué de parler tout de suite de ce qu'il va se passer plus tard dans la soirée, évidemment, mais j'avoue que je ne comprends pas trop l'intérêt et surtout le choix de directement mettre Jacob Fatu et Tama Tonga face à Jey Uso et Cody Rhodes. Quelle sera la suite? Quelle est la suite de cette histoire? On sait que Cody Rhodes a pas mal été embêté par la Bloodline, alors je sais que ce n'est plus la Bloodline, que Jacob Fatu est en solo avec Tama Tonga, mais est-ce que j'ai directement envie de le voir face à Tama Tonga et Jacob Fatu, et donc surtout Jacob Fatu? Malgré tout ce qu'a fait de bien Jacob Fatu, je trouve pas que ce soit le moment. En tout cas, je trouve ça très particulier de partir directement là-dessus, même si je ne sais pas si ça va durer des semaines ou des mois, ou juste si c'est pour une soirée, mais rien que l'idée de les mettre déjà face à face, je trouve ça un poil bizarre, mais encore une fois, je ne peux pas dire ce qu'il va se passer plus tard dans la soirée, on verra bien. En tout cas, la promo était correcte, sympathique, on voit deux hommes, Jey et Cody, qui s'apprécient et qui ne veulent pas se tacler ou quoi que ce soit sur cette route de Mania, et puis de toute façon, on imagine bien que Jey Uso ne va pas choisir Cody Rhodes à Mania, mais plutôt Gunther. Bianca Belair fait face à Piper Niven dans un match de 7 minutes et surtout un match de qualification pour l'Elimination Chamber féminin. On en aura plusieurs dans cette soirée et c'est plutôt cool parce que là on est sur la route du Chamber de Mania et c'est des matchs de qualification qui normalement te donnent de la qualité au show. Alors là c'est un match de 7 minutes qui est bon, même si je trouve que on n'a qu'une grosse domination de la part de Piper Niven et que Bianca Belair ne fait pas grand chose dans ce match. Alors la domination de Piper Niven est vraiment bonne, d'ailleurs je trouve qu'elle est très dominante, elle est très puissante, elle fait très mal à Bianca Belair et cette douleur de Belair, cette puissance de Piper Niven se ressent particulièrement, mais il est vrai que Bianca Belair ne fait finalement qu'une seule chose, essayer de porter son KOD à 3 ou 4 reprises. Elle essaye de porter sur ses épaules Piper Niven, alors elle va échouer justement à 2-3 reprises jusqu'au dernier moment où elle va réussir à porter Piper Niven en KOD, ce qui est toujours aussi impressionnant personnellement de voir Bianca Belair porter sur son dos Piper Niven aussi facilement entre guillemets, c'est impressionnant. Elle va porter son KOD et remporter le combat et se qualifie donc pour l'Elimination Chamber féminin et c'est tant mieux. On parle depuis des semaines de ce passage en solo de Bianca Belair qu'on espère petit à petit, parce qu'en équipe c'est bien, mais Bianca Belair c'est une énorme superstar en solo. Et bien là on va la voir en solo du côté du Chamber féminin et j'en suis ravi. Les toujours champions par équipe Tommaso Ciampa et Johnny Gargano sont sur le ring. Ils se vantent d'avoir battu Motor City Machine Guns et enterré leur chance de devenir un nouveau champion par équipe. Ils vont demander 1 minute de silence pour les Motor City Machine Guns, mais vont être interrompus par les Pretty Deadly qui viennent rappeler l'aide qu'ils ont apportée à DIY ces dernières semaines. Le general manager Nick Aldis les interrompt et annonce un match entre ces deux équipes. Si les Pretty Deadly remportent ce match, ils auront le droit à une chance au titre par équipe et le match a lieu maintenant. Et on va donc avoir ce match dans la foulée après cette promo qui est très correcte. Un match de 3 minutes, il n'y a pas grand chose à en dire. J'aime pas vraiment le résultat de ce match, la manière dont c'est fait. Je sais que certains s'en fichent et on en a parlé en live en plus la semaine dernière. Certains s'en fichent totalement des champions qui perdent des matchs quand ce n'est pas pour les titres. Moi ça me gêne énormément. D'ailleurs on se retrouvera en live aujourd'hui à partir de 15h sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à regarder dans la description. Mais ouais, encore une fois, DIY va perdre
un combat qui n'est pas pour les titres, parce que Ciampa va essayer de tricher, mais ça va encore une fois se retourner contre lui et les Pretty Deadly vont remporter ce combat. Moi, ça me gêne encore. Je sais que ce n'était pas très important parce qu'encore une fois, les titres n'étaient pas en jeu, mais moi, voir les champions perdre assez souvent en weekly dès que les titres ne sont pas en jeu, et je parle de Chelsea Green ou d'autres champions par équipe, et ben moi, ça me gêne. Et en plus de cela, on en a parlé la semaine dernière, mais ça arrive de plus en plus, je trouve. C'est pas des choses que j'aime énormément. Drew McIntyre est sur le ring car il a rejoint SmackDown. Il est content d'avoir quitté Raw. L'environnement était toxique pour lui. Ça le rendait furieux tout le temps. Il se sent mieux parce que Nick Aldis lui a dit qu'il pouvait être 100% lui-même et va dire être aussi là pour le champion Cody Rhodes et son titre. Jimmy Uso va l'interrompre et dire qu'il vit dans le passé. Lui est venu gagner une place dans l'Elimination Chamber. McIntyre va se moquer de Jimmy Uso en disant qu'il aurait pu être à la place de son frère s'il avait juste dit Yeet en premier. Peu importe les attaques, Jimmy Uso assure qu'il est là pour gagner sa place sur la carte de Mania. LA Knight va les interrompre, il va se moquer de McIntyre qui n'arrête pas de pleurer sur son sort et va donner une raison de pleurer à ses deux adversaires du soir. Alors déjà c'était une excellente promo, on retrouve donc McIntyre du côté de SmackDown et c'est officiel, il a été transféré du côté du show bleu et c'est tant mieux je pense sur le papier, je pense qu'il va avoir d'autres choses à écrire du côté de ce show là et c'est bien. La promo était vraiment bonne comme je l'ai dit, une belle promo de McIntyre, toujours aussi bon, un Jimmy Uso qui revient sur le fait que McIntyre pleure tout le temps et les Knight aussi, bref c'était vraiment très sympathique et le match va durer 15 minutes environ et il était très sympathique là aussi, on a vraiment de magnifiques enchaînements. En fait je trouve que le match est bon, techniquement il est bon, il y a une belle ambiance en plus parce qu'on a trois hommes qui sont over, un McIntyre qui est pas aimé mais un Jimmy et un LA Knight qui sont adorés, donc ça fonctionne très bien en termes d'ambiance, le public est investi, mais oui je retiens deux prises lors de ce match. À un moment donné LA Knight va partir pour sa suplex sur la troisième corde, lorsqu'il monte directement c'est toujours aussi impressionnant, sauf que McIntyre est positionné en bas lorsqu'il le fait, une prise qu'il porte assez souvent, cette espèce de German suplex, du coup on se retrouve avec une German suplex enchaînée avec une superplex, c'est sublimissime, vraiment sublimissime. Après cela McIntyre va s'en prendre à l'arbitre pour empêcher Jimmy Uso de remporter ce combat, c'est plutôt très malin et très bien fait, et surtout McIntyre va avoir un contre sublimissime. LA Knight va porter son BFT sur Jimmy Uso et au même moment Drew McIntyre va porter son Claymore Kick, ce qui fait une espèce de prise à 2 à 3 sublimissime, c'est parfaitement porté, le timing est parfait lui aussi, ce qui donne une victoire de Drew McIntyre qui se qualifie pour le Chamber masculin. C'était mon favori parmi les trois et c'est tant mieux. Alors est-ce qu'il va gagner le Chamber? Je n'en suis pas sûr, vraiment pas. En tout cas il a quand même nommé le champion de la WWE Cody Rhodes dans sa promo auparavant. Alors on sait que cette route vers Mania va être bouchée avec énormément de gros noms. Je ne sais pas si cette histoire arrivera à Mania ou plus tard, mais c'est une histoire qui sur le papier m'intéresse énormément. Carmelo Hayes fait face à Akira Tozawa, un Melo qui combat chaque semaine et cette semaine on lui donne Akira Tozawa parce que c'est lui qui n'a pas permis à Akira Tozawa de rentrer dans le Rumble, ce qui a permis à Speed de rentrer dans le Rumble et c'est pour ça que Akira Tozawa qui était du côté de Raw et du côté de SmackDown pour ce combat, un combat qui va être plutôt long, on est sur du 8-9 minutes, je m'attendais plutôt à une blague, à un match de 2-3 minutes sans plus, et bien non, on va avoir un vrai match compétitif entre les deux et c'était vraiment bien. Alors le public a du mal à s'investir au tout début et j'ai l'impression qu'ils ont la même impression que moi au tout début, que ça ne va pas durer longtemps, c'est pour cela qu'ils ne s'investissent pas et puis finalement oui ça dure assez longtemps et on a un match de qualité. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Akira Tozawa dans un combat aussi long en 1 contre 1 et ça fait plaisir entre guillemets parce que Akira Tozawa c'est un bon combattant, c'est un bon catcheur et là il l'a prouvé face à Melo encore une fois, c'est lui qui va dominer une large partie de ce combat jusqu'au dernier moment où Melo va réussir à revenir dans le match avec cette énorme clothesline enchaîné avec son DDT à l'aveugle, vraiment une de mes prises favorites en ce moment à la WWE, ce springboard DDT à l'aveugle, il est sublimissime, enchaîné avec sa descente de la cuisse qui va lui permettre de remporter ce combat, enfin une victoire pour Carmelo Hayes, certes ce n'est que contre Akira Tozawa, mais ça reste une victoire. La gagnante du Royal Rumble, Charlotte Flair, est sur le ring et dit encore une fois qu'elle n'en a rien à faire si on l'aime ou non. Elle est allée à Raw puis à NXT cette semaine et veut ce soir rencontrer Tiffany Stratton. La championne va alors faire son entrée, va féliciter Charlotte Flair pour sa victoire, ajoutant qu'il n'y a pas plus fan de Flair
qu'elle-même. Pas de quoi flatter Flair, qui lui demande de se taire et de ne parler que quand elle lui aura dit. Stratton dit qu'elle a toujours été comparée à Charlotte Flair. Elle lui demande de la choisir pour WrestleMania, car après Mania, elle ne sera plus comparée à Charlotte Flair, mais elle sera simplement Tiffany Stratton. Mais Flair veut bien plus qu'une simple demande pour être choisie. Elle veut qu'elle la supplie. Nia Jax va entrer avec Candice LeRae et dit que la semaine prochaine, elle aura un match face à Tiffany Stratton pour le titre et que Charlotte Flair devra choisir Nia Jax à Mania. J'ai adoré cette promo. Dans cette semaine où Charlotte Flair est allée à Raw ou à NXT et à SmackDown, c'est mon moment préféré de la part de Charlotte Flair parce qu'on sent qu'il y a un truc avec Tiffany Stratton. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais il y a un vrai truc. Parce que si vous ne le savez pas, Tiffany Stratton est une énorme fan de Charlotte Flair. Concrètement, elle a commencé le catch parce qu'elle a vu Charlotte Flair à la télé. Donc c'est pour vous dire à quel point elle est fan d'elle. Donc il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à écrire autour de cette histoire. Et là, je trouve que ça part particulièrement bien. La manière dont Charlotte Flair est agaçante, est arrogante, la manière dont elle parle de Tiffany Stratton comme si c'était un enfant, et la manière dont Tiffany Stratton est blessée et touchée et doit montrer que c'est elle la championne, doit montrer qu'elle aujourd'hui, ce n'est plus un enfant, c'est celle qui domine la division féminine de SmackDown. J'ai trouvé ça hyper cool, jusqu'au moment où Nia Jax est arrivée et finalement on aura le match entre les deux, Nia Jax et Tiffany Stratton la semaine prochaine à SmackDown, et ça c'est cool. Mais ouais, on a vu les prémices de quelque chose de très très cool. Alexa Bliss fait face à Candice LeRae dans un match de qualification pour le Chamber féminin. Alors compliqué pour Alexa Bliss parce que là elle va être dans un match de 10 minutes et c'est plutôt cool parce qu'elle fait son retour en solo. Elle qui a fait son retour au Rumble, là on est quand même sur un match totalement différent. On va pouvoir voir de quoi elle est encore capable et surtout si elle est encore dans le bain, si finalement elle n'est pas trop rouillée. Et en vrai ce qu'elle fait c'est plutôt correct je trouve de la part de Bliss, mais ça doit être dur pour elle parce qu'en fait au Rumble il y a 60 000 personnes qui l'acclament, qui pop pour elle. Et là, elle est à Memphis devant plus de 10 000 personnes. Pas d'ambiance. Aucune ambiance lors de ce match. Alors ça va un peu se réveiller sur les 3-4 dernières minutes. Mais alors quand elle fait son entrée, pas une énorme pop. Lorsque le match débute, rien. Et en même temps on va dire que c'est dû à son adversaire qui pourrait affronter n'importe qui. L'ambiance ne serait pas folle. Candice LeRae, elle va être en totale domination lors de ce match. Et ce qu'elle fait sur le ring c'est pas mal. Mais alors le public en a rien à faire. Mais tellement rien à faire. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a rien. C'est assez gênant même je trouve de voir la différence entre l'accueil de Bliss au Rumble, l'accueil de Bliss à SmackDown. Même pour elle ça doit te faire un choc, même pour elle ça doit pas faire plaisir du tout. Mais lorsqu'elle revient dans le match, lorsqu'elle a son moment à elle, comme je le disais, elle est pas hyper rouillée je trouve, elle bouge plutôt bien là aussi, donc c'est plutôt rassurant à ce niveau là. Mais on va attendre d'en voir plus évidemment. Elle va donc remporter ce match avec le Abigail DDT, c'est le commentateur qui l'appelle comme ça. C'est une espèce de Sister Abigail, mais finalement on se retrouve avec un DDT en finalité. C'est une bonne prise qu'on aime beaucoup. Et elle se qualifie donc pour le Chamber et c'est une bonne chose, une Alexa Bliss qui je pense n'aura pas un énorme match à Mania, à part possiblement dans cette mid-card féminine de SmackDown où il y a un truc à faire autour du titre de Chelsea Green et il y a un vrai truc à faire. Et dans le main event, Cody Rhodes et Jey Uso font face à Tama Tonga et Jacob Fatu dans un combat de 10 minutes. Le match était bon, même s'il y a quelque chose que je n'apprécie pas, c'est qu'au bout de 30 secondes, on a une pub. Ça, c'est insupportable. Mais ensuite, le match est bon. Il va surtout se jouer autour des deux hot tags. Le premier hot tag de la part de Jey Uso, alors que Cody Rhodes est un champion diminué. Il va avoir beaucoup de mal au tout début du combat face à Jacob Fatu. Lui qui a eu un énorme match de l'échelle face à Kevin Owens. Ça fait plutôt sens de voir un Cody Rhodes en difficulté, de voir un Cody Rhodes qui a du mal, qui est blessé, on le voit d'ailleurs sur son corps. Et donc le premier hot tag de Jey Uso est vraiment cool. Et puis on va avoir l'inverse, un Jey Uso qui va se faire dominer et puis le hot tag de Cody Rhodes qui est très très sympa aussi. Donc ça donne un match de 10 minutes qui est très plaisant. Les commentateurs nous rappellent que Jey Uso et Cody Rhodes ont été champions par équipe, donc c'est une équipe solide, c'est une équipe très crédible et ils vont le montrer ce soir. C'est une équipe qui a plutôt de l'alchimie, les deux hommes s'apprécient et ça se ressent. Bref, Cody Rhodes va donner la victoire à son équipe avec le Crossroads sur Tama Tonga. Évidemment, on ne va pas faire le tombé gagnant sur Jacob Fatu, ça c'est évident et c'est bien joué. Et après le match, j'ai envie de citer l'un des plus grands, Christophe Ajus, qui nous disait «
rentre chez ta mère, et j'ai envie de dire ça à Solo Sikoa. Et oui, parce que Solo Sikoa va faire son retour, lui qu'on n'avait plus vu depuis des semaines, et va s'en prendre à Cody Rhodes, et le show va se terminer là-dessus. Rentre chez ta mère, Solo, parce que je n'ai rien contre Solo, mais Solo qui s'en prend encore à Cody Rhodes, eh bien ça craint, vraiment ça craint. Alors j'imagine que toute l'histoire va tourner autour de Solo et Jacob Fatu, parce que c'est un peu ce qu'il y a à écrire, Solo face à Jacob Fatu, vu la montée en puissance de Jacob Fatu durant l'absence de Solo Sikoa. Mais se servir de Cody Rhodes pour cette histoire-là, eh bien ça ne me plaît pas. Peu importe si ça dure 2 ou 3 semaines que Cody Rhodes soit impliqué, que vraiment quelques jours dans cette histoire, quelques semaines dans cette histoire, ça me gêne énormément que ce champion soit un prétexte, un détail dans cette histoire, ça me gêne énormément. Alors on verra bien, je ne vais pas m'avancer tout de suite, mais si Solo Sikoa s'en est pris à Cody Rhodes, eh bien il y aura une suite, il y aura forcément un match entre les deux, et personnellement j'ai plus envie de voir ce combat. Bilan de ce SmackDown, et bien de mon côté on sera sur un 7 sur 10. Il y a encore pas mal de problèmes dans le show bleu. Alors j'ai aimé les promos lors de ce show et le main event, parce que par exemple la promo de Charlotte Flair, je l'ai trouvée excellente face à Tiffany Stratton, ça m'a énormément plu. La promo autour de McIntyre, LA Knight et Jimmy Uso, c'était excellent, et j'en ai pas parlé mais on a eu une promo en voiture de Kevin Owens très courte mais qui menaçait Sami Zayn, elle était excellente aussi, avec un Kevin Owens qui était en pleurs quand il parlait de Sami Zayn, c'était vraiment du très très bon niveau. Mais sinon, eh bien c'est un peu moyen, pas forcément aidé aussi par un excellent public, on va pas se mentir non plus, mais c'est un peu moyen. Évidemment pour moi on termine sur une note ultra négative avec ce retour de Solo face à Cody Rhodes, il l'attaque, forcément ça joue aussi sur mon ressentiment, ça joue aussi sur ma note finale, donc ouais, compliqué pour moi ce SmackDown à certains moments. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dès cet après-midi à 15h sur ma chaîne Twitch pour un live où on parlera de SmackDown, du Rumble, bref, de l'actualité WWE en général. Je vous invite à regarder dans la description pour ma chaîne Twitch. Bref, je vous dis à tout à l'heure. Salut, salut.